Voilà, Madame la conseillère d'État, Madame la chef du service de l'égalité de la famille, Mesdames et Messieurs, voilà, je me permets de commencer un peu en dehors de cette présentation PowerPoint de la manière suivante, peut-être pour une raison, c'est que je le disais à Madame Stutz, elle a presque tout dit ce que j'allais dire, donc, Monsieur Tchonka vous a dit tout à l'heure que la politique familiale ou la politique sociale d'une manière générale évolue très lentement. Et puis un des signes qui ne trompe pas, alors il n'a peut-être rien de scientifique, mais c'est que c'est l'assistance. L'assistance, quand vous voyez les personnes qui sont présentes, moi je n'ai pas fait le calcul exact, mais je pense qu'on a plus que 80% de femmes qui sont présentes ici. Et je me dis que lorsqu'on aura 50% d'hommes, on verra que la politique sociale et familiale aura fait un grand pas en avant. Et vous avez le même problème, la même problématique, si vous prenez un autre secteur comme les finances, vous aurez une assistance qui sera composée que d'hommes. Donc voilà des images, mais c'est non seulement des images ou des stéréotypes, mais c'est voilà comment est-ce qu'on fonctionne aussi dans notre société. Je prends un autre exemple qui a trait à l'éducation. On dit souvent que les filles sont meilleures en lecture, les garçons en mathématiques, et si vous regardez les études PISA, dans pratiquement tous les pays d'Europe, c'est le cas. Mais il y a un pays où les résultats sont excellents, où les filles dépassent les garçons dans le domaine des mathématiques, c'est la Finlande. C'est la Finlande où les résultats des filles sont supérieurs à ceux des garçons. Et ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il n'y a pas, parce que certains vous le diront, il n'y a pas une hérédité, mais il y a des changements de comportement, des changements de manière de voir les choses qu'il faut amener en termes de politique sociale et de politique familiale. Et cela prend du temps, mais c'est aussi le rôle de Profamilia d'essayer, voilà, d'encourager, de changer en fait ces comportements. Je commencerai par la première slide, puisqu'on l'a évoqué tout à l'heure, c'est la définition de la famille. On en a beaucoup parlé, on en a plusieurs des définitions de la famille. Regardez dans la littérature scientifique, j'ai retenu celle de la Commission fédérale pour les questions de politique familiale. Ça a été évoqué par la conseillère d'État tout au début de son intervention. Et je la trouve, à mon avis, excellente. Donc, la famille est un groupe social fondé avant tout sur les relations entre parents et enfants et reconnu comme tel par la société. Et si vous voulez, dans les remarques en préalable qu'on peut faire, c'est que cette définition ne fait pas référence au mariage, elle ne fait pas référence à la parentalité biologique, elle ne suppose pas de ménage commun, elle évite, et je crois que c'est très important, elle évite tout jugement de valeur et prend en compte la diversité des types de familles, et on en a déjà parlé tout à l'heure. Donc, elle ne se limite pas à un groupe social avec des enfants mineurs ou financièrement à charge, mais reconnaît que les formes effectives de vie en famille sont liées à l'ensemble du cycle de vie. Et ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, j'en parlerai tout à l'heure, dans ces objectifs que nous défendons en tant qu'association fêtière des familles en Suisse, c'est toute la politique intergénérationnelle. Aujourd'hui, vous avez 4 générations qui cohabitent. Et avec aussi des problèmes, vous prenez une personne de 55 ans qui a encore une activité lucrative, qui doit s'occuper de ses petits-enfants, puis en même temps doit s'occuper aussi de ses parents. Donc c'est une nouvelle dimension dans la société, plusieurs générations qui cohabitent. Peut-être encore une précision, je ne l'ai pas mis non plus dans mon PowerPoint, mais sachez que Mme Stutz en a parlé tout à l'heure. Je
Je le dis malheureusement parce que je peux m'exprimer assez librement, pas, je crois, d'une manière politique, mais à travers Pro Familia Suisse. Malheureusement, le peuple suisse n'a pas accepté un article sur la famille en 2013. Et ça, naturellement, cela a des conséquences importantes aujourd'hui. Et c'est très rare, si vous voulez, qu'une initiative obtient la majorité des votants. Donc, il y a une majorité du peuple qui a accepté l'article constitutionnel sur la famille, qui aurait donné des compétences au Conseil fédéral. Mais une majorité, on était un canton près, une majorité des cantons qui a refusé l'initiative. Et naturellement, cela change la donne aujourd'hui de la politique familiale. C'est pour ça qu'on travaille d'une manière cantonale, mais en Suisse, le peuple n'a pas voulu avoir une politique fédérale au niveau de la famille. Voilà, on m'a demandé de parler des besoins, c'est la prochaine slide, des besoins de la famille. Et puis, c'est une très bonne question de parler des besoins de la famille quand on met en place une politique familiale. Et je me suis demandé aussi qu'est-ce qu'il existe en termes de littérature scientifique au niveau des besoins de la famille. Eh bien, il n'existe pas grand-chose. J'ai encore téléphoné à l'Office fédéral de la statistique, et ce n'est pas du tout une critique. On n'avait pas connaissance d'une étude qui a été faite au niveau des besoins généraux de la famille. Ici, je mets au bas de cette slide une étude qui est allemande, qui date de 2014, Was brauchen die Familien, Lebenslagen und Bedürfnisse von Familien. Et puis, essayons aussi de réfléchir aujourd'hui quels sont les besoins des familles pour justement mettre en place des politiques familiales. Parce que ces politiques familiales, elles doivent répondre à des besoins. Je pense que c'est fondamental qu'on a je le mets en guillemets, des clients que sont les familles, on doit répondre à leurs besoins. Il y a d'abord une problématique financière qui existe. On en a aussi parlé. J'ai mis en parenthèse le coût de l'enfant. Il y a des études très intéressantes. Je vous renvoie à ces études. La première a été faite par l'ancien conseil fédéral d'Aïs, de l'Université de Fribourg. Je travaillais aussi avec Mme Guillaume. Et puis après, ça a été repris par le bureau BASS aussi. On a fait une étude. Le bureau BASS ensuite a travaillé avec l'Université de Berne au sujet des coûts de l'enfant. Je vous encourage aussi à lire ces études qui sont très intéressantes, montrant en fait que d'avoir une famille coûte cher. Coûte cher en coûts directs, donc c'est les coûts des assurances maladie, de la nourriture, etc., du logement, et en termes de coûts indirects, puisque, vous l'avez vu avant dans les graphiques, je le dis, la femme principalement diminue, voire arrête son activité lucrative pour se consacrer au ménage. Donc, on a des coûts qui ont été chiffrés et il y a un coût global qui est très important, pas toujours, à mon avis, reconnu par la société. Pauvreté de certaines catégories de familles, on l'a évoqué aussi tout à l'heure, surtout les familles monoparentales avec 3 enfants ou plus, mais je dirais familles monoparentales d'une manière générale. La problématique, je ne dis pas qu'il faut rémunérer les proches aidants. Je dis simplement qu'il faut reconnaître le travail des proches aidants, qui est juste énorme, qui a été chiffré, ça chiffre en milliards de francs. Toutes les heures qui sont consacrées aux proches aidants. Et avec une autre problématique qui surgit, aujourd'hui, pensez au divorce, au nombre de divorces. On l'a évoqué, on est environ à 41%. Mais ça signifie quoi pour les proches aidants? Ça signifie en fait que les parents vont s'occuper uniquement de leur famille. Alors qu'avant, peut-être que, je dis la femme, parce que c'est la femme qui exerçait cette activité, s'occupait des parents, de ses parents, et aussi des parents de son époux. Et ça, c'est un phénomène qui est aussi nouveau. C'est un phénomène qui est nouveau. Donc, c'est cette reconnaissance du travail des proches aidants qui le fera et comment aussi s'y préparer, parce que ça nous arrivera juste à tous. Hein.
où ça nous arrive déjà. Le coût du logement, le coût des assurances maladie. Voilà, le Valais a des primes encore, je ne sais pas si elles sont correctes, mais par rapport à d'autres cantons, quand je vois le canton de Neuchâtel ou le canton de Genève, où on a des primes qui dépassent les 500 francs par personne, vous pouvez vous demander comment font les familles. Hein. C'est un grand problème. Besoin de reconnaissance des formes de vie familiale. De reconnaissance des formes de vie familiale, ça veut dire qu'on le dit, aujourd'hui, voilà, 2 hommes vivent ensemble, 2 femmes vivent ensemble, on a des ménages recomposés, on a une multitude de différentes formes de vie familiale, et puis de l'employeur aussi, de l'employeur lorsque les enfants ou les parents sont malades. Ce qui est intéressant, c'est que si vous ouvrez par exemple la loi sur le travail, l'article 36 de la loi sur le travail, on parle de la possibilité des parents de prendre congé pour un enfant malade jusqu'à 3 jours, le temps de la recherche extérieure, d'une solution extérieure. On n'a pas évoqué le temps que vous prenez pour vous occuper de vos parents malades. Voilà, on vit dans une société qui est simplement différente et nous pensons que là, il y a une révision législative qui devrait être faite. Besoin de concilier son travail avec sa vie de famille, j'en parlerai tout à l'heure. Besoin de se réaliser dans ses activités. Vous savez, je crois qu'on parle beaucoup de la problématique conciliation travail-famille. C'est très, très juste. Il faut en parler. Il faut la promouvoir. Mais il y a un autre phénomène dont on parle moins, c'est qu'aujourd'hui, les gens ont envie de se réaliser à titre personnel. Hein, si vous imaginez, pour ceux qui connaissent cette pyramide de Maslow, vous avez tout en bas de cette pyramide, les premiers besoins que vous réalisez, c'est les besoins en termes de nourriture, de logement. Et puis tout en haut de cette pyramide, vous avez cette notion de réalisation du besoin personnel. Et je dirais qu'il y a la conciliation travail-famille, mais aussi les gens veulent, on les entend, veulent réaliser, veulent se réaliser dans des projets, ils veulent avoir aussi leur propre vie. Et c'est un phénomène qu'on doit prendre en compte dans les différentes études aussi que l'on fait. Voilà, besoin d'infrastructures pour la garde des enfants et temps professionnel pour le soutien aux personnes âgées, et puis besoin général de plus de temps pour la famille. Ensuite, on peut se poser la question, toujours dans le cadre d'une politique familiale, quelles sont les attentes, c'est la prochaine slide, les attentes de la société vis-à-vis des familles. Ça, vous ne le trouvez pas dans la littérature, c'est simplement réfléchir. Je pense que la liste n'est pas exhaustive, je pense qu'il y a encore d'autres choses. Mais la société attend que la famille socialise et éduque les enfants. Et les enseignants, je le dis aussi, il y a peut-être des enseignants à raison, disent que ce n'est pas le rôle de l'école d'éduquer les enfants, mais c'est à la famille d'assumer cette tâche. Ce qu'on entend souvent de la part plutôt des employeurs, et puis en allemand, le mot est très, très à la mode, c'est ce qu'on appelle Fachkräftemangel, donc le manque de force de travail, et naturellement, c'est aussi réfléchi, c'est aussi... on sollicite les femmes de s'engager plus sur le marché du travail. Vous savez peut-être qu'on a aujourd'hui, statistiquement, plus de femmes qui fréquentent les hautes écoles que des hommes. Et puis, voilà, on demande aux femmes de s'engager. Je le dis aussi, on ne met pas parallèlement ce qu'on appelle des conditions cadres à disposition. On leur demande de s'engager plus, mais de continuer à faire on le voit, hein, le ménage, s'occuper des enfants et puis de travailler. Donc là, il y a aussi toute une réflexion qui doit être faite. Et puis, personne ne se pose la question, peut-être on l'a oublié, je ne sais pas. Moi, je trouve que c'est une question importante. Le renouvellement de la société. On est à 1,5 enfants par femme. Vous savez qu'il faudrait qu'il y ait 2,1 enfants par femme en âge de procréer pour que la société se reproduise. Hein. J'ai toujours les 2,1, c'est quoi? C'est statistiquement, vous avez un garçon, une fille qui naissent, et puis le 0,1, maintenant je crois qu'on a plutôt 0,6, 0,7.
c'est le nombre de femmes qui meurent jusqu'à l'âge de la procréation. Mais il faudrait 2,1 enfants par femme pour qu'il y ait reproduction. Aujourd'hui, la société ne se reproduit plus. Alors, certains diront on peut assurer cette reproduction de la société par l'immigration. Ben, vous connaissez, vous entendez ce qui se passe en voilà, les différents, en tout cas, avis politiques. C'est très juste de se poser la question sur la prévoyance professionnelle ou la prévoyance vieillesse 2020. C'est très, très juste. Mais on peut aussi se poser la question sur le futur de notre société. Et là, je pense qu'on n'entend pas beaucoup de voix ou de personnes qui se posent ce type de questions. Et puis, dernier élément, après je vous parlerai un peu de nous, des défis qu'on a. Ça, c'est une autre tendance dans la politique familiale, c'est le renforcement des droits de l'enfant. Ça, c'est une tendance qui est nouvelle, où on dit les enfants ont des droits, les enfants doivent se faire entendre, par exemple, lors de séparation, et vous avez peut-être entendu qu'on demande, par exemple, un ombudsman pour les enfants lorsque créer un poste d'ombudsman au niveau national. Ça, c'est aussi une demande qui est faite par certains milieux. Donc, ça signifie concrètement que les enfants, aujourd'hui, ont plus d'importance qu'il y a environ une dizaine ou une vingtaine d'années. Il n'y a aucun jugement de valeur, c'est simplement des constatations. Voilà. Au niveau maintenant des défis de la politique familiale, de pro-familial, mais vous verrez qu'il y a beaucoup de recoupements avec ce qui a été déjà dit tout à l'heure. D'abord, je dirais qu'il n'y a pas qu'une politique familiale. Il y a plusieurs types, il y a plusieurs politiques familiales. Après, on peut mettre tout ça sous un panneau politique familiale, mais vous avez parfois des politiques familiales qui se complètent. Vous avez aussi parfois des politiques familiales qui parfois peuvent se contredire. Je vous ai donné juste un exemple tout à l'heure. On veut que plus de femmes accèdent au marché du travail. En même temps, on ne met pas les structures adéquates en place pour qu'elles aient cette possibilité. Deuxième point, j'en ai parlé, je pense que c'est très, très important de bien définir cette notion de famille et puis savoir aujourd'hui qu'on a d'autres formes d'union qui doivent être prises en compte. Je ne vais pas insister sur ce point. Le point suivant, il a été aussi mentionné dans le rapport sur le rapport de l'Office fédéral de la statistique, c'est le fait que le modèle, que la famille, pour nous, reste un pilier extrêmement important, et puis que ce modèle homme, femme, enfant reste encore aujourd'hui le modèle le plus répandu. Mais comme je l'ai dit, je pense qu'il y a d'autres modèles qui existent et d'autres modèles qui doivent aussi être reconnus. Et puis, dernier point par rapport à la famille, le sens et le but de la famille doivent être repensés dans une dimension longitudinale et spatiale. Je dis, elle englobe la parenté au sens large, donc les grands-parents, arrière-grands-parents qui existent aujourd'hui, beaux-parents, frères et sœurs, etc. Et vous savez peut-être, et ça ressort du rapport aussi de l'OFS et du Conseil fédéral qui a été publié en 2017, avant, lors d'un mariage, on n'invitait que les membres de la famille. Aujourd'hui, vous avez plus de gens externes à la famille, plus d'amis qui viennent au mariage que de membres de la famille. Donc ça, c'est un changement aussi qui est assez explicite. La famille reste responsable de l'éducation des enfants. On peut en discuter, donc c'est notre point de vue. Et puis, parlons aussi du travail. Le travail et son organisation sont repensés dans une dimension plus productive, flexible et individuelle. Alors, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que, vous savez, aujourd'hui qu'on vit ce qu'on appelle la quatrième révolution industrielle, la société 4.0, et je pense qu'il faut se poser la question sur l'influence de la digitalisation sur la famille. C'est à mon avis très important. Est-ce que ce sont des nouvelles opportunités pour la famille
le fait, par exemple, de pouvoir ce qu'on appelle travailler à la maison, le home office, avec quelles règles? Et la famille n'échappe pas à ce mouvement de digitalisation. Je donne aussi l'exemple, quand je parle de digitalisation, j'en parlerai tout à l'heure, mais on peut changer aussi l'ordre des slides, c'est le fait que les parents, pour la première fois dans l'histoire, je pense, de la société, la relation parent-enfant, elle est plus unidimensionnelle. Il y a 50, 100 ans, ou avant même, on avait une relation ou une communication qui se faisait dans le sens du parent vers l'enfant. Aujourd'hui, cette communication au sein de la famille, elle est devenue multidimensionnelle. Et pour la première fois, je pense, dans l'histoire, les enfants, sur certains domaines, connaissent mieux certaines choses que leurs parents. Pensez à la digitalisation, après les gens pourront dire c'est pas bien, etc. De toute façon, on vit dans ce monde. Aujourd'hui, les jeunes communiquent beaucoup sous la forme de médias sociaux. Et je pense que c'est important que les parents aussi soient non seulement conscients, mais se forment aussi dans ce type de communication. L'État doit reconnaître l'importance de la famille. Moi, je vous dirais que ce n'est pas encore le cas. C'est pas encore le cas. On a essayé, si vous voulez, au niveau fédéral, de couper les subventions, c'est tout récent, de 20%. Les subventions que recevaient les associations fédérales des familles de 20%. Alors, quand on dit qu'il faut promouvoir la famille, moi j'entends bien le monde politique, je viens aussi de ce monde. Après, dans les faits, ce n'est pas toujours comme ça. On a réussi à passer de moins 20% à moins 3%, mais il n'y a pas une volonté, si vous voulez, politique d'encourager aussi financièrement la politique familiale. La conciliation travail-famille suppose que les conditions en cadre en vigueur dans une société permettent le libre choix de chaque femme et de chaque homme de concilier son travail avec le temps qu'il entend consacrer à sa famille, mais aussi que chaque parent puisse s'épanouir personnellement. Je pense que le libre choix est quelque chose, à mon avis, de très important. Il n'y a pas un modèle, mais il y a le libre choix du modèle. La famille doit être libre de choisir son modèle de famille. Nous, on ne peut pas imposer, on ne peut pas dire qu'il faut que tout le monde travaille à 100%. Il faut qu'il y ait un libre choix de chaque famille de choisir son modèle de conciliation. Et puis, je l'ai dit, la conciliation travail-famille sera transformée par une nouvelle forme de communication et la nouvelle répartition des rôles au sein de la famille. On passe à la diapositive suivante. Là aussi, Mme Stutz l'a évoqué. Qu'est-ce qu'on peut mettre concrètement en place par rapport à cette conciliation travail-famille? Je ne vais pas répéter tout ce qui a été dit. Mais vous signalez peut-être qu'on est en train, l'université, en fait, Profamilia Suisse, l'université de Fribourg, l'université de Neuchâtel, de mener une étude sur, il faut que je retrouve le titre de l'étude, si je le retrouve, sur les tarifs d'accueil des crèches. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un enfant, vous le mettez à la crèche, il y a un coût. Les tarifs sont progressifs. Donc le coût augmente. Je veux dire, si vous prenez par exemple une personne qui a un salaire, un bon salaire, elle met son enfant à la crèche, les tarifs sont progressifs, donc elle est doublement pénalisée. Puis en plus, elle est pénalisée au niveau fiscal. Il y a une étude du Bureau de l'égalité au niveau de la Romandie qui dit aujourd'hui, c'est vrai, ça ne vaut pas la peine dans un couple que les deux travaillent à 100%, parce qu'à partir de 60%, vous êtes beaucoup pénalisé fiscalement. Donc, comment est-ce qu'on peut changer, en fait, ou inciter, plutôt, les personnes à entrer sur le marché du travail sans qu'elles soient pénalisées? Madame Stutz a parlé tout à l'heure
des subventions de la Confédération pour les structures d'accueil. Sachez peut-être qu'en 2019, et moi c'est ma grande crainte, en 2019, les 100 millions que le Conseil fédéral a mis à disposition arriveront de façon à échéance. Et aujourd'hui, on a plusieurs partis politiques qui disent simplement qu'il ne faut pas prolonger cette aide aux structures d'accueil. Donc, je ne suis pas du tout sûr, et je ne suis pas pessimiste de nature, qu'on prolonge ce subventionnement aux structures d'accueil. Et puis, je vous mets à la fin de ce paragraphe, à notre avis, cette politique familiale devra surtout se traduire par un changement de mentalité. Dites-moi juste à quelle heure je dois m'arrêter. Midi 15, d'accord. OK. Alors, je n'ai pas... Mais ça, vous pouvez le lire. Le changement de mentalité. Hier, j'étais... pas une anecdote, parce que je l'ai vécu. Hier, j'ai accompagné une entreprise, une grande entreprise, qui offre vraiment des très, très bonnes conditions de politique familiale. Puis, on a discuté de cette offre. Et puis, ce n'est pas moi qui animais ce séminaire. Et on a demandé aux gens... est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose que cette entreprise, que je ne citerai pas, offre ces conditions? Et tout le monde a dit, tout le monde a dit, c'est formidable, l'offre qui est mise en place. Puis après, on a demandé à ces gens, mais est-ce que vous mettez en place cette offre? Et on s'est rendu compte que malgré ce qui était offert, il y avait beaucoup de résistance personnel, hein, je dis bien. Même les gens qui étaient venus étaient des gens convaincus, qui disaient, par exemple, nous, on n'arrivera pas à mettre en place le temps partiel de travail, parce que ça ne va pas fonctionner, parce qu'on n'arrivera pas à s'en sortir. Voilà, vous avez aussi, c'est possible, mais vous avez aussi des a priori par rapport à cette offre qui existe. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer d'offrir, mais simplement, on a aussi des préjugés par rapport à ce qui se passe et on a de la peine à sortir aussi de nos stéréotypes. Et je vous donne un autre stéréotype qui existe, il est prouvé statistiquement, c'est le travail à temps partiel. Pourquoi est-ce que c'est la femme qui doit travailler à temps partiel et les hommes travaillent à plein temps? Alors vous direz, c'est en train de changer. Ça ne se voit pas en tout cas, non seulement dans les rapports, mais scientifiquement, ça ne se voit pas encore. Donc voilà, je crois qu'on a beaucoup travaillé sur ces stéréotypes, cette image aussi. C'est pour ça que j'ai commencé mon exposé en vous disant, je crois qu'il n'y a rien d'héréditaire, on peut aussi changer certaines choses et ça existe dans certains pays. Voilà, je vais très vite et puis je m'en excuse, mais voilà. Passons à la slide suivante. Je prends le dernier point, parce que ceci, personne n'en parle. La formation continue des grands-parents. Vous savez, on parle de la formation continue des gens qui sont actifs. On parle de la formation des enfants. Qui c'est qui parle aujourd'hui de la formation continue des gens qui arrivent à la retraite, qui vont vivre encore 25 ou 30 ans? 25 ou 30 ans, en bonne santé. Et pendant 25 ou 30 ans, si vous parlez à un enfant, vous lui direz, il faut te former. Autrement, si tu ne te formes pas, tu ne vas pas trouver un emploi. Mais aujourd'hui, avec l'évolution de la société qui est de plus en plus rapide, je pense que si on ne forme pas cette génération de gens qui arrivent à la retraite, on va se retrouver avec une population exclue de la société. Et non seulement ce raisonnement, mais je pense que cette mise en pratique, je pense qu'elle est importante. Et peut-être que les écoles, là, les hautes écoles, ont aussi un rôle à jouer. Voilà, prenons très rapidement, voilà, j'ai parlé de l'intergénérationnalité, je ne vais pas aborder ceci. Je prends peut-être alors, pas que je me... Juste avant, voilà. Le moderniser, si je vois juste là.
on peut avancer encore d'une slide. Voilà, je prends encore ce dernier point, je m'arrête. Moderniser, adapter le droit de la famille et le droit d'héritage. Vous savez, aujourd'hui, dans le droit, on a ce qu'on appelle des réserves héréditaires puis des quotités disponibles. Ce sera difficile pour la traduction. Hein, voilà. Mais, comme les gens vivent plus longtemps aujourd'hui, vous vivez jusqu'à 80 ans, disons. Vos enfants, ils ont quel âge? Ils ont peut-être 55 ans. 55 ans, est-ce que vous voulez... Voilà, c'est bien si vous sauvez quelque chose de l'argent à 55 ans. Mais ce sont peut-être vos petits-enfants qui ont besoin de cet argent. Et là, il y a toute une réflexion au niveau du droit de l'héritage qui doit être faite parce que simplement, la société a changé. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Bonjour, M. Déguy. Moi, j'ai beaucoup aimé la définition que vous avez donnée à la famille. Oui. Mais je voulais savoir, parce que, comme vous l'avez dit, il y a différents types de familles qui sont toutes définies, la famille traditionnelle, la famille... Dans le cas d'un divorce, on parle d'une famille traditionnelle avec une famille monoparentale. Et puis à côté de ça, il y a aussi une entité, un papa qui voit ses enfants un week-end sur deux. Est-ce que cette entité-là, elle est englobée dans la famille en termes de droit également? Merci. Quelle définition vous donneriez à cette famille alternative? Mais, si je comprends bien votre question, le fait que les grands-parents voient ou ne voient pas les enfants, ou bien? Le papa. Bon, le papa et les enfants forment une famille. Hein, c'est une famille. Voilà. C'est considéré comme tel. Ouais. Même dans le cas d'un papa qui n'aurait pas la garde, donc alors les mêmes enfants... Ah, c'est ça que vous dites. Non, d'accord. Alors, ça fait vous aurez une famille. Vous aurez une famille. Pardon. Alors même dans le cas d'un papa qui n'aurait pas la garde, à ce moment-là, si lui forme une famille avec ses enfants, que la conjointe dont il est divorcé forme une famille avec les enfants ils se trouvent intégrés dans deux familles. Vous allez compter une famille, il y aura une famille statistiquement qui sera produite. D'accord. Et alors le père qui se retrouve sans ses enfants, il a plus de statut à l'intérieur d'une famille? Alors je vais me tourner peut-être vers M. Chonka qui comptabilise peut-être ceci. Comment est-ce que vous comptabilisez, vous, les familles de pères qui ne voient plus, c'est ça hein, votre question, qui ne voient plus leur enfant, qui sont... Alors, du point de vue statistique, c'est clair. Hein, quand on fait un compte des ménages, les personnes ne sont comptées qu'une fois. Donc, les enfants sont comptés avec le parent gardien. On a un souci quand la garde est partagée, mais voilà. Par contre, on ne parle plus dans la statistique des ménages de familles monoparentales, parce que du point de vue des enfants, dans la plupart des cas, l'autre parent existe encore. Donc le ménage est monoparental, mais du point de vue de l'enfant, il a une famille avec deux parents. Ça dépend évidemment de la manière dont l'autre parent s'occupe de l'enfant. C'est important. Donc il y a la manière de compter statistique. Ensuite, il y a la question de la définition et des droits, ça c'est autre chose. Hein. Mais à l'Office fédéral de la statistique, on a une définition de la famille, c'est les ménages, parce que c'est difficile de faire des enquêtes au-delà des frontières du ménage. Par contre, on se rend compte que c'est une lacune. Alors, c'est pour ça que maintenant on commence à avoir des données sur le travail de care, c'est-à-dire les interactions entre différents ménages apparentés, hein, par exemple les grands-parents, ou la garde des enfants d'un autre ménage. Et puis, on va devoir développer ça. Une chose que je n'ai pas mentionnée, c'est pauvreté, risque de pauvreté. On voyait les ménages monoparentaux, mais aussi les personnes seules de moins de 65 ans. Que deviennent les pères du point de vue financier une fois que la famille s'est scindée? Est-ce qu'il n'y a pas aussi là un problème de pauvreté? Ça, je dirais que c'est un coin aveugle du point de vue des recherches. Et là, il y a de quoi faire. Merci pour vos réponses. Ich kann ganz kurz ergänzen, wir haben soeben sind wir daran, eine Studie über Kinder, die multilokal leben, teilweise beim Vater,
teilweise bei der Mutter abzuschließen und die wird in den nächsten Tagen publiziert. Wir stützen uns da auch eine Erhebung des Bundesamts für Statistik, Erhebungen für Familien und Generationen. Genau, und dort haben wir auch Informationen über die Väter drin. Und es ist nicht sehr überraschend, dass die Zahl in etwa, also typischerweise sind es Väter, es gibt auch Mütter, aber es ist eine kleine Minderheit. Und es ist nicht so überraschend, dass die Anzahl der Haushalte ziemlich genau dem entspricht, wenn man quasi die Fortsetzungsfamilien und die Einelternhaushalte zusammennimmt. Oder? Es ist wie ein gespiegelt noch einmal eine ähnliche Zahl, die irgendwo auch noch für das Kind vorhanden ist. Peut-être juste encore une chose. Je n'ai pas parlé de la pauvreté. Je me permets encore une minute de prendre la parole. Vous savez, quand les prestations complémentaires sont entrées en vigueur au 1er janvier 1966, dans l'esprit du législateur, on pensait qu'elles allaient disparaître avec l'apparition du deuxième pilier, donc au 1er janvier 1985. Et ce que vous constatez aujourd'hui, c'est que ces PC, ces prestations complémentaires, existent toujours. Hein, si vous prenez les PC à l'AVS, c'est environ 15%, les PC à l'AI, c'est beaucoup plus. Donc cette pauvreté aussi, si on fait aussi le lien avec les familles, elle existe toujours. Alors il y a des moyens aussi pour lutter la contre, mais elle existera encore. Il faut essayer de l'éradiquer, mais cette idée, si vous voulez, où on va dire cette pauvreté, elle disparaîtra, elle ne disparaîtrait pas, il faut essayer de la combattre, mais elle restera, elle est encore très très présente, on l'a dit, auprès de quelle population. Oui, je vous remercie, M. Grexy, pour cette présentation. Vous avez juste touché au problème du droit de l'héritage. Est-ce que vous pourriez juste en dire quelques mots par rapport aux familles recomposées? Je vous remercie. Dans la loi, vous avez ce qu'on appelle des réserves héréditaires. Ça veut dire que certaines personnes, dont les enfants, touchent obligatoirement une certaine partie de l'héritage. Et vous avez aussi ce qu'on appelle une quantité disponible qui est relativement faible. L'idée, de manière générale, quand on prendra votre question, nous, ce qu'on défend, si vous voulez, c'est d'augmenter cette quantité disponible pour que la personne puisse faire un héritage, mais ça répond aussi à votre question, à d'autres personnes. Actuellement, on a des, vous connaissez, voilà, il y a un droit d'héritage qui existe, et c'est vrai que la descendance, mais la descendance d'abord très proche, hein, les enfants, après les petits-enfants s'il n'existe pas, mais est avantagée. Mais aujourd'hui, la question se pose, avec l'espérance de vie qui est augmentée, est-ce qu'il ne faut pas changer cette réflexion? Et madame, je le dis aussi, au niveau du Conseil fédéral, il y a un projet qui est en cours pour réfléchir, si vous voulez, à cette question. Voilà. Mais la possibilité de léguer tout votre héritage à des personnes que vous choisissez, elle n'existe pas. Elle est limitée, cette quantité disponible. Voilà, merci beaucoup.